Cette émission est une présentation du Centre de jardinage Canadian Tire. Que vous soyez novice ou passionné au pouce vert, vous trouverez une sélection de plantes qui conviennent à nos conditions climatiques. Chez Canadian Tire. Bienvenue à cette 4e émission des Secrets de jardinage. Les sujets de cette semaine sont l'éco-pluie, les arbres rares, la chronique Canadian Tire et les aménagements comestibles. Vous voulez débuter une nouvelle plate-bande, rien de plus facile. Il suffit d'avoir de la paille et un lama. Lucie Bernard nous présente son aménagement comestible. Bonjour Lucie. Bonjour. Qu'est-ce qu'on retrouve dans un aménagement comestible? Bien, ça dépend de chaque personne en réalité. Moi, j'aime bien mélanger vivace avec annuel, avec mon potager au travers. Fait que souvent, il y en a certaines qui vont être fixes chaque année. Puis moi, je fais juste replanter dans les trous, si on veut, à chaque année. Je change mon plant de tomates de place, puis mes annuels. Là. Et tu inclus aussi des fines herbes dans ton aménagement? Oui, bien sûr. Et tes fleurs, on peut les manger? Certaines fleurs sont comestibles, oui. D'autres sont simplement jolies. OK, parfait. Fait que je varie là, selon l'utilisation que j'en fais aussi. Là. Bon, explique-nous comment tu t'y es pris. Là. En introduction, je disais que tu as accès à du fumier de lama, finalement. Oui. Oui. J'ai la chance d'habiter sur une petite ferme avec un lama. Puis justement, j'ai utilisé le tas de fumier qui était à ma disposition pour éviter de détourber, parce que j'ai tellement détourbé dans ma vie que je m'en suis écœurée. Fait que là, ce que j'ai fait, dans le fond, moi, je suis arrivée en octobre dernier. Fait que j'ai pris tout le fumier qu'il y avait disponible. J'en ai mis à peu près un pied partout ici, sur ma plate-bande, pour justement étouffer le gazon. Ça a travaillé tout le reste de l'automne, le début du printemps. Puis ensuite, je suis venue simplement planter comme au travers. Là. J'ai tassé ma tourbe, puis le fumier. Puis on voyait vraiment là, tout le gazon, les racines en dessous, qui étaient mortes. Mais c'était assez compact, fait qu'il fallait que je tasse tout ça pour planter dedans. Là, OK. Donc, devant nous, en fait, on a deux étapes, là, parce que la partie à droite, c'est ce que tu as fait l'automne passé. Puis la partie de gauche, c'est une nouvelle partie que tu as ouverte ce printemps, ici, là, à la fin juin. Je l'ai fait la semaine passée, oui, même. Fait que c'est vraiment... On voit qu'il y a quand même quelques brins d'herbe qui repoussent au travers, mais à force de relever ma paille puis de venir vraiment l'arracher au fur et à mesure, ça finit par s'épuiser, là. Et dans cette section-là, ce qui manque, là, ce qu'il faut dire aux gens, c'est qu'il manque de la paille. Oui, bien, j'aimerais rajouter, même ici, là, partout où on voit que les graines de mauvaises herbes qui sont simplement évitées dans le jardin, puis qui ont poussé, bien là, je veux les arracher puis renterrer tout ça entre mes plants de paille pour venir étouffer davantage la mauvaise herbe, là, pour ne pas avoir à désherber. Toujours pour ne pas avoir à désherber. Oui. Puis de la paille, tu en remettrais combien de centimètres ou combien de pouces sur cette section-là? Bien, comme il y a déjà du fumier, ça serait vraiment une couche, là, peut-être un 10 cm, là, pour venir. Puis à chaque fois que le gazon perce ou des mauvaises herbes, parce que des fois, les pissenlits sont un peu plus durs à éliminer, là. Fait que je fais juste avec ma fourche relever la paille puis l'étouffer, là. OK. Alors, montre-nous ton super truc pour semer des courges. Ah! Bien, c'est intéressant. Comme je vous dis, je viens d'aménager. Fait que celle-là, le temps qu'il travaille puis qu'il élimine le gazon, je me suis dit que j'allais planter des courges pour ramper par-dessus. Mais là, il me reste à rajouter justement la paille pour pas que la courge touche non plus au fumier qui va chauffer. Fait qu'on le voit, j'avais mis des rouleaux de papier de toilette pour planter mes courges dedans, pour être sûre de me souvenir sont où par rapport au fumier. Fait que c'est mon test cette année. On verra à la fin de la saison si ça va trop avoir chauffé le fumier ou pas. Puis tu mets de la terre dans ton rouleau de papier de toilette? Oui, c'est ça. J'ai mis de la bonne terre alentour en dessous. Puis j'ai mis mon rouleau de papier de toilette avec mes graines dedans, avec de la bonne terre. OK. Mais le reste, c'est tout vraiment du fumier quand même assez pur avec de la paille, là. OK. Puis on voit que ça a marché parce que tu as des plants qui ont levé là, à l'arrière de ta plate-bande. Oui, celle-là est un petit peu plus... Elles sont belles, là. Alors, on va faire un tour de ta magnifique plate-bande pour voir les semis et les plantations que tu as fait. Oui. En passant, on voit qu'il y a une souche qui est dans ta plate-bande. Alors, je suppose que tu l'as gardée de ce que tu as trouvé dans le gazon. Bien, je cordais mon bois cet automne, puis j'ai fait « Ah, elle se corde mal, mais elle est donc bien belle! » Fait que j'avais mis là, c'était ma seule décoration cet automne. Il y avait de la paille et une souche. OK. Fait que c'était
c'était mon petit plaisir. Alors, pointe-nous quelques plantes qu'on peut observer dans cette section-ci. Bien, vous avez les tomates ici que j'ai plantées. J'ai de la bêta-carde aussi derrière. Parce que dans le fond, à cause des arbres, c'est un petit peu plus à l'ombre, mi-ombre. Fait que j'ai mis plus bêta-carde colorée pour venir mettre aussi de la couleur dans mes plates-bandes. Fait que des épinards. J'ai eu de la menthe aussi, que je veux justement qu'ils reviennent à chaque année, mais je voulais pas... Qui est assez envahissante, donc tu as décidé de la contrôler? Oui, c'est ça. Je l'ai mis dans un pot pour pas justement en avoir trop non plus, là, et en perdre le contrôle. Parce que comme je suis pas non plus chez moi ici, fait que des fois, je veux pas non plus que ça envahisse le gazon et tout, puis... Fait que c'est mes précautions. OK. Bien, j'ai la rhubarbe. Fait que dans le fond, ce qui est de vivace, qui va revenir chaque année, j'ai la menthe, la rhubarbe... qui était une surprise qui a percé à travers le fumier ce printemps. J'ai aussi la chili que je suis allée prendre au travers du gazon. Comment tu vas t'en servir? Je me fais des infusions avec les fleurs, OK. avec de la menthe poivrée, justement. Puis c'est rafraîchissant aussi, on peut le boire chaud comme froid. J'aime bien ça. On continue notre visite. Tu vas même nous parler de tes petites erreurs avec les pommes de terre. Ah! J'ai trouvé un sac avec des pommes de terre qui avaient beaucoup d'œils qui étaient sortis. Fait que je me suis dit, tant qu'à les perdre, je vais tout simplement les couper, puis je les ai mis là. Mais je tenais pas nécessairement à avoir des patates, mais finalement, ils ont étiolé, ils ont manqué de soleil, puis ils ont grossi énormément. Mais bon, j'avais l'espace et tout, fait que ça me dérange pas. C'était un test cette année. Je vais voir l'année prochaine si jamais je veux récidiver. Je vais me renseigner avant sur la culture des patates avant de les planter là. Ça fait partie de la patience du jardinier. Hein? On fait des essais, on se trompe, on réessaie dans une autre section. Puis je vais voir si ça donne des patates ou si vraiment, quand il est comme ça, j'ai aucune patate. Oui, c'est à la récolte que tu vas vérifier l'ampleur de l'erreur. De ma réussite ou de mon échec. C'est ça. J'ai mis des tournesols. Il y a même des tournesols qui se sont invités parce que je nourrissais les oiseaux cet hiver. Fait qu'il y a comme des plants qui se sont invités d'eux-mêmes dans ma plate-bande. Je leur ai souhaité la bienvenue. Oui. Parle-nous de tes semis, parce que je trouve que c'est particulier. Là. Toi, tu es plus tout en rondeur, plutôt qu'en ligne. Cette section-ci, j'ai pas eu besoin de remettre la paille parce que c'était déjà sur le sol. Il y avait comme plein d'objets qu'on a enlevés, tout simplement le contreplaqué. Fait que là, j'ai vu que j'avais de la terre et de l'espace pour rallonger mon jardin. Fait que ça, c'était pas supposé d'être ici cette année. Fait que dans le fond, tout ce que j'ai fait, le sable était super sablonneux, mais j'avais pas accès tout de suite à du vrai compost déjà fait parce que j'ai aménagé dernièrement. Fait que là, je me suis dit, bon, on va voir qu'est-ce qui pousse dans du sable quand même. Fait que là, j'ai fait des tests. J'avais vu en Bolivie que les femmes là-bas semaient leur jardin en cercle. Oui. Je me suis dit, je vais essayer aussi. Fait qu'il y a le malettu ici qui sème plus en cercle. Fait que pour faire l'éclaircissement, je vais venir enlever, là, des fois, les pousses qui sont un petit peu trop petites puis qui empêchent les autres de pousser. Là. Fait que je vais en laisser une fois de temps en temps une, puis je vais venir enlever les autres là, pour leur permettre de prendre de l'expansion aussi. Là. Puis tu as utilisé un paillis? Oui, bien, un paillis d'écailles de cacao, parce que celui-là, il va se décomposer en moins d'1 an. Fait que dans le fond, il va aider l'année prochaine à enrichir mon sol un peu plus, puis de le rendre un peu moins sablonneux, j'espère. Là. En attendant que tu aies accès à ton compost de ton composteur domestique. Oui, c'est ça, exactement. Là, je vais juste simplement faire un trou dans l'ancien endroit où j'ai étendu de la paille l'automne passé aussi. Fait qu'on voit qu'il y a quand même un peu de racines, mais qui sont mortes de la pelouse qui était ici. Fait que là, je mesure ma distance un peu du plan. OK, là, il est à bonne hauteur. Fait que je vais renterrer, mais vraiment tout le tour, puis je pèse pour enlever s'il y avait des poches d'air ou autre, parce que la racine, elle aime l'air, mais pas trop. Fait que je viens vraiment là, enterrer de chaque côté pour être sûr qu'il n'y ait plus d'air de chaque côté. Puis là, je viens renterrer en gardant la même hauteur du plan avec la terre. Puis je fais toujours une petite piscine pour quand je l'arrose, quand je viens de les planter, bien, ça va mieux pour l'arroser puis être sûr que l'eau, elle va se ramasser sur le plan et non pas sur les mauvaises herbes à côté. On continue notre visite? Oui. Bien, ça aussi, c'était des fraisiers sauvages, des framboisiers, pardon, qui poussent tout le long, dans le fond, sur le terrain. Fait que je les ai juste séparés, je leur ai mis de la paille autour pour leur permettre de pousser puis voir s'ils allaient me donner des framboises ou non cette année. Toujours dans l'esprit d'un aménagement comestible. Oui, exactement. Bien, c'est que je suis moins... Ça, ici, c'était le jardin des anciens propriétaires qui habitaient ici. Fait que c'était en rangée et autres. Je suis pas vraiment rectiligne dans mes goûts. Fait que c'est vraiment... Je suis allée par petites
tas aussi. J'ai mis une hémorrocaille aussi au travers parce qu'on peut manger les pétales. Là. Oui. Fait que ça, c'est ma vivace que j'ai plantée l'année passée. C'était la seule que j'avais. Pourquoi le choix des pensées? J'aime beaucoup... les pensées, normalement, se ressèment, donc sont vivaces aussi. Puis le goût de celle-ci en particulier, je les trouve très bonnes. OK. Moi, j'en mets dans mes salades, mes rouleaux de printemps. Ouais. OK. C'est décoratif aussi. Là. Les arbres t'ont joué des tours? Bien, ils ont poussé pas mal plus que cet automne quand je suis arrivée. Fait que, ouais, ils ont fait plus d'ombre que j'avais planifié. Parce que l'année passée, il me semble, quand je suis arrivée, le mois de septembre, c'était pas mal soleil jusque presque dans le fond. Là. Mais là, je me suis rendu compte que c'était un petit peu plus sombre que je pensais. Fait que je vais réévaluer un petit peu mon aménagement pour l'année prochaine. Puis t'ajuster? Oui, c'est ça. Au lieu de découper des branches, je vais tout simplement changer mes plantes de place. Là. Eh bien, Lucie, je découvre une jardinière très patiente et très enthousiaste. Alors, bon jardinage, puis bonne chance avec ta nouvelle plate-bande. Bien, merci beaucoup. L'eau de pluie est tout à fait indiquée pour arroser nos potagers et nos plates-bandes. Jean-Claude Ruel nous montre comment installer notre éco-pluie. Bonjour, Monsieur Ruel. Bonjour. Alors, vous avez un bel éco-pluie. Comment vous l'avez acquis? Je l'ai acquis de la ville de Victoriaville lors d'une vente à prix réduit, ce qui était un incitatif important. Et je suis fier aujourd'hui de vous partager mon expérience. Là. Parce que vous avez une préoccupation par rapport à l'utilisation de l'eau au jardin. Oui, exactement. Ça a été ma plus grande motivation. Et tantôt, on verra les différents usages qu'on peut faire de cette eau-là, qui est tout à fait gratuite. Là. Qui vient du toit, qui tombe de toute façon. C'est ça. C'est tout simplement ramasser l'eau qui sort des descentes, qui descendent pour les descentes pluviales et en faire un usage propice. Là. Puis garder cette eau-là sur notre terrain le plus longtemps possible avant de l'envoyer à l'égout. Oui, bien, dans mon cas ici, le surplus d'eau qui s'en va directement dans le sol, c'est absorbé par le sol. Donc, ça ne s'en va pas dans les eaux usées. C'est très pratique. Alors, il y a les barils ouverts, mais l'éco-pluie, sa particularité, c'est d'être un baril fermé. Pourquoi vous l'aimez fermé? Bien, ça, c'est un baril fermé. Je trouve ça intéressant parce qu'on voit qu'il y a un peu de matière organique qui descend malgré tout, là, des descentes pluviales. Et puis, l'avantage qu'il y a aussi, c'est que c'est fermé dans le sens que les maringouins ne se développent pas. C'est pas un foyer à moustiques, là. C'est fermé avec un bon grillage, un bon moustiquaire. OK. Puis, comment on gère les surplus d'eau? Parce que ça s'emplit là, assez rapidement. Très, hein? très rapidement. C'est incroyable la quantité d'eau qui peut tomber dans 24 heures ou lors d'une grande tempête. Là, ça peut se remplir très, très rapidement. Donc, j'ai installé ici des surplus. Donc, quand le tonneau est plein, l'eau s'en va directement dans mes égouts. Quand je dis mes égouts, je veux dire le système de drainage que j'ai mis en place. Alors, tout simplement, il y a 2 sorties de 1,5 pouce chacun et ça s'en va dans le système de drainage qui éloigne l'eau de la maison. Donc, vous avez trouvé votre matériel chez les marchands de piscine? Oui, je suis allé dans un marchand de piscine. Tout ce qui est en blanc ici derrière, je me suis procuré ça là-bas. Et ils m'ont même installé l'assemblage de tout ça là. Fait que ça a été intéressant pour ça. On pourrait utiliser autre chose, mais l'important, c'est d'éloigner ce surplus-là de notre maison. Tout à fait, tout à fait. Dans mon cas ici, l'éloignement est à environ 8 pieds, parce qu'un tuyau, normalement, il y a 8 pieds sans perforation. Et le restant du tuyau est perforé, et donc l'eau, quand elle arrive dans la partie perforée, elle entre dans le sol et elle renouvelle le système d'eau. Expliquez-nous comment vous hivernez votre éco-pluie, là. D'accord. Alors, pour l'hiver, c'est très important de ne pas avoir d'eau dans le tonneau. Pour ma part, je vide complètement le tonneau, je le rentre en dedans, je le nettoie aussi. Et je fais tout simplement enlever le coude qui est ici pour mettre le tuyau dans mon système de drainage et le tour est joué. Si quelqu'un voulait le garder pendant l'hiver, à l'extérieur, Oui. est-ce qu'il y a des précautions à prendre?
Ben, à mon avis, il faut vraiment faire très attention pour ne pas avoir d'eau à l'intérieur du baril parce qu'il pourrait éclater. Et le système de champleur pourrait éclater aussi sous la force du gel. Donc, c'est important, ce serait important pour quelqu'un de le mettre la bouche à l'envers pour pas qu'il y ait d'eau qui rentre dedans. OK. Et aussi le fixer parce qu'avec les grands vents, il pourrait partir au vent. Là, il est très, très stable parce qu'il est plein. Il y a 400 livres au moins 400 livres d'eau là-dedans, qui est très stable, mais quand il est vide, il pourrait partir au vent aussi. Puis vous, pour le stabiliser, vous avez trouvé important de le monter sur une structure de béton. Oui, tout simplement, c'est 3 blocs de béton avec une petite dalle de béton par-dessus, ce qui fait que c'est très, très solide et ça ne pourrit pas non plus. Puis c'est là, d'année après année, c'est très stable. On n'a pas à recommencer à chaque année. Notre base est déjà prête à chaque année. OK. Alors, mon but, évidemment, c'est de me simplifier la vie. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup d'accommodements pour placer tout ça. Là. OK. Alors là, je suis sûre que les gens à la maison ont hâte de voir comment sort l'eau et à quelle vitesse. OK. Alors ici, là, on a de l'eau à peu près jusqu'ici. Et actuellement, il y a une bonne pression d'eau. Et vous voyez aussi que l'eau est claire parce que ça fait quelques jours qu'il n'y a pas plu. Donc, c'est intéressant d'avoir de la belle eau comme ça, tout à fait gratuite. Et un petit truc en passant, si vous ne voulez pas avoir de perce-oreilles, vous videz votre tuyau à chaque fois parce que les perce-oreilles sont attirées par l'eau. Donc, je vide mon tuyau et je le place là tout simplement. En passant, c'est un tuyau de laveuse que j'ai placé là. Belle récupération. Oui. Alors maintenant, on va aller voir toutes les utilisations qu'on peut faire de cette belle eau qu'on a économisée du toit. Très bien. Monsieur Ruel, vous avez trouvé 3 usages à l'eau de votre écopuits. Alors, on va montrer ça aux gens à la maison. Tout à fait d'accord. Alors, pour commencer, le premier usage, c'est l'arrosage des plantes en pot. Alors ici, vous avez un petit érable à sucre bonsaï. On peut l'arroser avec un petit arrosoir, évidemment. Et on peut aussi arroser des plantes qui sont un peu plus grosses, avec un contenant plus gros. On a ici le basilic. Alors, c'est très bien. Et aussi un usage presque quotidien. On peut laver nos outils avec de l'eau qui vient de la pluie, là. Et on peut aussi faire un premier lavage de nos légumes qui sortent du jardin, qui sont souvent pleins de terre. Et ça donne d'excellents résultats. Et enfin, aussi, on peut utiliser l'eau là, pour le réservoir des toilettes, si on veut. Il s'agit tout simplement de vider de l'eau dans le réservoir après avoir tiré la chasse d'eau. Alors, tout ça, fait économiser beaucoup d'eau finalement. On a appris beaucoup de choses avec vous, Monsieur Ruel. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Bienvenue à la chronique Canadienne Tahar. Aujourd'hui, je vais vous parler des tuteurs. J'ai emmené ici des différents modèles de tuteurs. Ici, on a des tuteurs en bois. Ça sert à attacher les plantes, soit des vivaces, ou aussi, ça peut servir aussi pour les plantes d'intérieur. J'en ai ici, c'est en plastique recouvert de fer. Ça sert aussi pour les plantes. J'en ai en bambou. Il y en a qui aiment bien le bambou parce que quand on installe le bambou sur une plante ou une plante d'intérieur, ça fait naturel. Le bambou, il paraît moins un petit peu par rapport à la plante. Puis j'ai ici aussi un tuteur en forme de U. Quelqu'un qui a des plantes grimpantes, qui veut les attacher ou les faire tourner, on peut les faire grimper après le tuteur. Après ça, ici, j'ai des tuteurs à tomates. J'ai 3 formats de tuteurs à tomates. Je vais les emmener ici. Ça, c'est mon traditionnel tuteur à tomates. Il y a 3 cerceaux. C'est le plus petit des tuteurs à tomates. Après ça, j'ai le gros tuteur à tomates ici. Il est en acier, il est plus épais, plus long. Puis j'ai l'autre ici, le tuteur à tomates carré, qui est nouveau sur le marché. Ça fait environ 2 ans qu'il existe. L'avantage de ce tuteur à tomates-là, c'est qu'on peut le plier comme ça.
En tout cas, il se plie mieux d'habitude, là, en le forçant un petit peu, puis on peut le serrer à l'automne. C'est plus facile à ranger à l'automne pour ce tuteur de tomates-là. Youps! C'est important, les tuteurs à tomates, quand on les installe sur les plants de tomates, de ne pas les attendre que le plant soit à pleine maturité. Il faut l'installer quand le plant il est jeune, parce que les branches ils vont mieux pousser à travers les tuteurs. Bon, après ça, ici, j'ai les tuteurs à pivoine. Les tuteurs à pivoine, c'est pas compliqué, c'est comme un cerceau. Les cerceaux, on met les pics dans la terre, puis le cerceau aussi est ajustable. On peut l'ouvrir, l'ajuster. Le tuteur à pivoine, j'en ai un autre modèle ici. C'est important, le tuteur à pivoine, de l'installer avant que la pivoine soit en pleine grosseur, parce que sinon, c'est plus dur à installer. Pourquoi un tuteur à pivoine? Ça sert à tenir les fleurs puis les tiges pour pas qu'ils écrasent, parce que quand la terre devient grosse, ça cherche à écraser. Ici, j'ai des tuteurs pour arbres. J'ai deux modèles. J'en ai un long ici, un plus court. Quand on installe un tuteur pour arbre, c'est bon que par rapport à l'hauteur, il faut que ça aille aux 2/3 de la hauteur de l'arbre pour l'installer. Qu'est-ce qui est bon à savoir aussi, le tuteur pour arbre, il ne faut pas le mettre trop collé sur la tige de l'arbre parce que si on le met trop collé, ça peut abîmer les racines. Puis j'ai en magasin ici un modèle de sellette qui sert à attacher l'arbre. On attache ça ici, l'arbre passe ici, puis on attache ça après l'arbre et après le tuteur ici. Fait que à vous de choisir le modèle de tuteur qui vous convient selon votre besoin et votre choix. Merci. Quand on a été pépiniériste pendant 40 ans, on a l'œil pour les nouveautés. Je rencontrais mon Houle de Saint-Albert qui nous présente les arbres les plus inusités de son jardin. Bonjour, Monsieur Houle. Bonjour. Alors, comment tout a commencé? Tout a commencé par une passion pour les arbres. En 1969, j'étais paysager, ça a commencé tranquillement, là. On a été axé sur les nouveautés autant que possible. C'était difficile de faire accepter aux clients en 69 là, les nouveautés, parce que les clientèles étaient traditionnelles. On cherche à acheter des érables, des chênes. Mais tranquillement, ça fait plusieurs années. Alors, présentez-nous vos arbres préférés de votre jardin. Oui, mes arbres préférés, on est tout près, là, près de nous autres. Là, c'est le mélèze Concordia, Diana. Les branches sont tortueuses. Il va venir à peu près 600 mètres de haut. C'est une beauté. C'est un arbre spécimen à planter là, que je conseille. Là. Au niveau de son entretien, est-ce qu'il y a des choses à faire attention? Il n'y a pas d'insectes. Pas d'insectes. Rendu qu'il ne manque pas d'eau, c'est un arbre qui aime l'humidité, là, avec un paillis de cèdre autour. Là. C'est mon arbre préféré. Là. Tout près de nous, ici, là, on a l'érable à serre, la Signata Baby, feuilles découpées. Ceux qui prennent le nom, ils peuvent prendre le nom. Et puis, à notre gauche, ici, on voit notre charme de Caroline. Là. On l'appelle le Carpinus en latin. C'est un arbre indigène du Québec. On le retrouve dans nos forêts. Très facile d'entretien. Sa particularité, c'est qu'il n'y a pas d'écorce. L'écorce est douce. Si on touche au tronc, là, c'est à voir. C'est un arbre à planter. Au niveau de ses fleurs et ses fruits? Il n'y a pas de fleurs spectaculaires. Il fait des semences, il y a des samars qu'on voit actuellement dedans. Là. Fait que c'est un arbre que je conseille à tout le monde de planter sur 2 parterres. On peut y aller aussi avec le ginkgo biloba, l'arbre aux 40 écus, qui vit extrêmement longtemps. C'est l'arbre qui a survécu à la bombe Hiroshima. Il n'a pas brûlé, il a résisté. Il a été importé en Europe, puis c'est venu jusqu'au Canada. Aujourd'hui, on en voit partout sur nos parterres. Dans les centres jardins, ici, on va le trouver partout. Là. Un autre arbre que je peux te présenter, c'est le Catalpa speciosa, qui fleurit blanc au début de juillet. Que tout le monde, on en voit partout sur les parterres. C'est pas un arbre rare. Il était rare en 1970, là, que j'avais, là. Mais c'est un bel arbre à planter qu'on conseille à tout le monde. Parlez-nous de ses gousses. Oui, fleuris blanc de Catalpa speciosa, au début de juillet. Il fait des gousses de quasiment 8 à 10 pouces de long. C'est des semences qu'on peut ensemencer à chaque année. J'en ai semencé plusieurs. J'en ai des petits actuellement, 7-8 pouces de haut. C'est un bel arbre à planter, suggéré. Adapté à notre région. Zoné 4, pas rustique plus qu'il faut. Il faut qu'il soit protégé un peu. C'est sûr que le plus gros dans les bois francs, il est à Warwick, là, il y a 60 ans. Là. Il est juste en face du foyer Étoile d'Or. Ça vaut la peine d'aller le voir. Là.
très gros. Il y a 60 ans. Là. Le marronnier, ça, c'était un marronnier de Labra, zone 2. Il vient pas haut, celui-là. Il est très rustique, zone 2. Très beau à voir. C'est un arbre qu'on devrait tous planter. Là. Au niveau de ses fruits, Le fruit, il fait des marrons l'automne, oui. Il faut planter le femelle, là, l'arbre femelle. Il y a le femelle puis le mâle. Là. Le femelle va faire des fruits. est-ce qu'ils sont comestibles? Non, ils ne sont pas comestibles, les marrons au Québec. En Europe, ils sont comestibles. On en a dans les épiceries, là. On va en acheter. Parlez-nous de votre magnolia. J'ai un magnolia sous l'anguana qui a été planté vers 25 ans, certain, si ce n'est pas plus. Là. Il est tout près de ma petite sœur. Là. Lui, il fleurit au début de mai, hein? Fin d'avril, début de mai. Très belle fleur parfumée. Il n'y a pas de feuilles dans les arbres, puis lui, il fleurit. C'est le premier à fleurir le printemps, c'est sûr. En même temps que les forsythias. Les forsythias ovata, ils fleurissent, puis les jonquilles, puis vous avez le magnolia. Après ça, on va avoir la mélanchier qui va fleurir. Ça va aller, après ça, les pommiers décoratifs. Et puis ça succède avec les catalpas. Le tilleul, les tilleuls est en fleur actuellement. Là. C'est pour ça que je voulais dire le lilas japonais qui est tout près de nous. Là. Lui, il va fleurir en même temps que le catalpa. Là. Fait que c'est des arbres que je préfère, là, que j'ai dans mon jardin actuellement. Là. Je te présente mon arbre préféré, Macaia mamurensis. Il est à peu près 7 à 8 mètres de haut. Et puis, sa caractéristique, il fleurit à fin juillet. La senteur de la fleur, c'est à peu près comme le foin, là. Ça sent un peu le foin. Il y a le fruit, c'est une gousse, à peu près 7-8 pouces de long. Il est natif du nord de la Chine, frontière de Sibérie. En 1900, on l'a trouvé là. C'est sûr qu'on va le retrouver dans plusieurs pépinières. Là. Les centres jardins d'un Bois-Franc vont le vendre. Là. On en voit dans Victoriaville actuellement. Mais je l'avais acheté, mais il y a 15-20 ans. Là. Fait que c'est mon arbre que j'adore. C'est tout. Vous avez sûrement appris des nouveaux noms d'arbres. La semaine prochaine, nous redécouvrons les plantes de nos grands-mères. Cette émission était une présentation du centre de jardinage Canadian Tire, où vous trouverez les outils pour transformer votre cour et votre jardin. Gants, équipements de protection, matériel à moteur pour les projets, paillis, accessoires pour embellir votre cour.